C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr, toujours en compagnie de Jean-Marie Colombani et son cofondateur et aussi ancien directeur du Monde. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Roselyne. On n'en a pas fini avec le virus. Une nouvelle vague, la 5e, arrive en Europe qui redevient l'épicentre de la pandémie. L'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne vont rétablir les mesures de restriction. Vous découvrirez un sondage d'ailleurs sur ces Français qui veulent reconfiner les non-vaccinés. La droite est un chiffre, 150 000, celui des militants qui vont désigner leurs candidats, les Républicains, le 1er et 4 décembre, et un Éric Zemmour qui perd des points, non pas dans les intentions de vote, mais dans le baromètre des personnalités. Et puis bien sûr, nous évoquerons la Biélorussie et le drame des migrants qui remet du combustible sur le sujet hautement inflammable, pardon pour le jeu de mots, de l'immigration. On en parle avec Carole Barjon de l'Obs. Bonsoir à vous, Carole. Carole, 1, 2, 3. Bonsoir Roselyne. Bonsoir David Revaud-Dallon. Vous êtes donc journaliste, éditorialiste au journal... Rédacteur en chef, pardon, du journal des dimanches, décidément. Alors, on croyait qu'on n'allait plus les voir sur les plateaux de télé ou à la radio le matin, mais ils reviennent. Ce sont les médecins, les épidémiologistes que l'on croyait disparus. La France va-t-elle échapper aux mesures de restriction? Écoutez en tout cas la réaction du porte-parole Gabriel Attal. Je pense que la situation, effectivement, et cette 5e vague qui a démarré peut rappeler l'urgence et la nécessité de se protéger et de protéger les autres grâce au vaccin. On approche des 5 millions de Français qui ont réalisé leur rappel. C'est beaucoup, ça nous place au-dessus de la plupart de nos voisins européens, mais c'est encore trop peu et donc il faut continuer. Jean-Marie, je le disais, la situation est préoccupante dans certains pays, l'Autriche, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique. En France, on sent moins de panique. Est-ce qu'on va échapper à des mesures de restriction? Bon, évidemment, vous n'êtes pas voyant, donc, mais Non. on a le sentiment quand même qu'il y a moins de vent de panique en France, parce que on dit dans le fond, l'argument c'est on est le pays le plus vacciné d'Europe et par conséquent, on est d'une certaine manière un peu plus protégé. Donc on met le paquet sur la 3e dose, mais on sent une certaine sérénité. Alors est-ce que c'est une sérénité parce que la présidentielle arrive et qu'il faut éviter de faire peur aux gens, ou bien on attend de voir? Je ne sais pas, on aurait pu ajouter l'Angleterre, la Grande-Bretagne, Oui. qui est dans une situation Mais elle n'a pas pris encore de dramatique restrictions. depuis plus longtemps, avec un nombre de morts quotidiens qui est assez impressionnant. Mais c'est vrai qu'on peut se dire le gouvernement est peut-être un petit peu trop en arrière de la main, trop rassurant par rapport à ce qui risque d'arriver. Mais c'est vrai en même temps que la France est un des pays les mieux vaccinés ou les plus vaccinés. Ça, c'est incontestable et que c'est une protection évidente. Ça renvoie au fond Emmanuel Macron à la phase précédente où on l'avait vu décider de façon assez fine d'ailleurs, avec des dosages de ce qui peut être demandé à la population, ce qu'il faut cesser de demander, et ainsi de suite. Et donc il va devoir se replier à cet exercice. Est-ce que ce sera avec le même succès? Je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir une grande lassitude de la population devant ce fléau qui n'en finit pas. Et donc c'est extrêmement, en effet, préoccupant. Moi, ce que je trouve, c'est que le gouvernement avait relâché trop de discipline trop tôt, notamment l'histoire du port du masque et notamment l'effort de vaccination qui avait quand même sensiblement baissé. Donc il ne faudrait pas qu'on paye le fait d'avoir justement relâché un peu trop tôt. Quel est votre sentiment, David? Est-ce que on évite de remettre quand même le sujet trop sur le tapis, on va dire, tout en gardant de la prudence, en disant faites-vous vacciner pour cette 3e dose? Mais on sent quand même qu'il y a une certaine sérénité du côté du gouvernement, ou je me trompe? Je ne sais pas. Alors, évitez de mettre le sujet sur le tapis. Je vous rappelle qu'il y a une semaine, on a chroniqué l'intervention du président qui, pour un tiers, était consacrée à la crise sanitaire. Donc lui-même a pris le parti de la remettre sur le tapis. Sur l'intensité de la... C'est ce que vous voulez dire. Voilà, tout à fait, vous avez raison. C'est vrai que le président est quand même, depuis février ou mars dernier, souvenez-vous, dans une logique de refus des contraintes pour les questions d'acceptabilité sociale. Tout le monde avait annoncé... j'en sais quelque chose, un reconfinement au mois de mars. Le reconfinement n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que le président avait choisi une autre stratégie. Il avait opté pour une vaccination. Il s'était converti finalement à une stratégie de vaccination non pas obligatoire, mais fortement conseillée pour continuer à vivre. Et donc, c'est là-dessus qu'il va continuer à agir, je crois.
S'il ne refusait un confinement en mars ou avril dernier, il n'y a aucune raison pour qu'il en accepte un autre à nouveau, alors que 85% de la population des plus de 18 ans est déjà vaccinée. Donc, sauf catastrophe, sauf effectivement, et on n'en est pas encore là, loin de là. Non, mais on voit les autres faire, les autres prendre des précautions, c'est ça que on voit les autres prendre des précautions, mais... Et l'Autriche mais avec des taux de vaccination inférieurs. Voilà, à ce stade, on est encore très loin, et c'est encore une fois le taux de vaccination qui nous protège. Carole. Oui, mais par exemple, entre le refus des contraintes vraiment dures, style reconfinement, bon, et on comprend qu'Emmanuel Macron n'a pas tellement envie d'y recourir maintenant, on peut, si on veut prendre des précautions, par exemple, commencer à réintroduire un peu le télétravail. C'est ce que fait l'Allemagne aujourd'hui. La Belgique. Et là, il n'y a rien, là. Là, il n'y a absolument rien. Alors, on sait très bien que les entreprises ne sont pas très chaudes pour ça, mais c'est quand même un assez bon moyen, si on y recourt de manière, raisonnable, d'éviter les clusters, enfin, ce genre de choses. Donc, ça, on n'en entend pas parler. Est-ce qu'il y a un sujet qui pend au nez des non-vaccinés, puisque c'est le cas en Autriche, c'est-à-dire que les non-vaccinés sont reconfinés? Si on regarde un sondage pour BFM et l'Express, 60% des Français se disent d'accord pour reconfiner les non-vaccinés, comme en Autriche. Ça passerait, ça ? Je ne suis pas sûr que ce soit vers cela que le gouvernement irait, mais c'est vrai que quand on est de l'autre côté, c'est-à-dire que on peut se dire, si la catastrophe à nouveau nous arrive, ce sera parce qu'un certain nombre de gens refusent de se faire vacciner. Au nom de quoi refusent-ils de se faire vacciner? De leur liberté individuelle. Donc c'est une liberté aux dépens de tous les autres, on le sait bien. Et donc ça a quelque chose qui peut être de nature à irriter les 3/4 des Français qui, eux, sont vaccinés, et pousser le gouvernement à un peu plus de fermeté. Cela dit, la fermeté, ce n'est pas nécessairement ce qu'il faut, parce que regardez, un des derniers gestes du gouvernement, ça a été de supprimer la gratuité des tests, histoire d'obliger les gens à se faire vacciner, parce que les tests permettaient d'avoir le pass sanitaire. Ce n'est pas une bonne formule, parce que du coup, on passe à côté peut-être de ce qui est la réalité de l'épidémie aujourd'hui, et les tests sont une des armes quand même contre l'épidémie. Gérard Larcher, le président du Sénat, exige un retour devant le Parlement et devant le Conseil constitutionnel en cas de reconfinement, de confinement. Est-ce que on sent que c'est une petite bataille politique? Oui, bataille politique. Gérard Larcher et la droite d'ailleurs est engagée depuis le début, enfin les oppositions engagées dans une guérilla depuis le début de cette crise sur les mesures que prend le gouvernement. À la décharge des oppositions, c'est difficile. On a vu qu'ils changeaient de position tous les mois en demandant une chose, puis le contraire. À leur décharge, honnêtement... Ils ont empêché la loi sanitaire. Oui, alors, c'est pas le Sénat, effectivement, sur la loi, le retour de la loi sanitaire. C'est pas facile d'exister. Et c'est vrai que le président Macron, et c'est la raison pour laquelle il a démarré son allocution de la semaine dernière sur ce thème, c'est très bien qu'en situation de crise, l'opinion, elle se tourne toujours vers celui qui dirige et qui gouverne. Maintenant, évidemment, on va sans doute en parler dans la deuxième partie, mais le retour de cette crise sanitaire, est-ce que c'est une bonne chose pour Emmanuel Macron? C'est à double tranchant, parce que oui, effectivement, il est aux manettes et l'opinion considère qu'il a plutôt, pas forcément géré la crise parfaitement, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, mais qu'il n'est pas certain que quelqu'un d'autre aurait fait mieux. Et en même temps, comme dirait l'autre, ça remet... ça remet la lumière sur les polémiques diverses et variées qui ont accompagné toute cette crise, des erreurs du début à la gestion beaucoup plus contrainte de la fin. On voit que le président, il a joué le rapport de force au mois de juillet en imposant le pass sanitaire, mais là je ne crois pas du tout qu'il soit à 5 mois du premier tour, à moins de 5 mois du premier tour, disposé à faire plaisir aux 58% de Français, 59%, qui considèrent que les non-vaccinés doivent rester confinés. Je ne suis pas du tout certain qu'il aille jusque-là. Cela dit, on est passé, au tout début de la crise, on a choisi la santé. On a choisi la santé, l'économie s'est arrêtée, tout s'est arrêté, ainsi de suite. C'était un bel élan d'ailleurs de solidarité au nom de... Et après on a choisi l'économie. Après on a choisi l'économie. Ouais. Et donc on a relâché peut-être un peu trop vite des disciplines. Et là le problème d'Emmanuel Macron, c'est comment arriver à tracer sa route, notre route,
en préservant la santé tout en ne refermant pas l'économie. Donc c'est une gymnastique assez complexe. Un mot sur la droite qui se lance justement dans cette guérilla. Est-ce que c'est une façon, on va dire, intelligente de faire de la politique, ou au contraire, c'est un peu semer un peu le trouble et l'agitation et la peur, hein? Je vois pas effectivement pourquoi s'il était question d'un reconfinement, après tout, oui, faire voter ça par le Parlement, ça ne me paraît pas, voilà. Et c'est anxiogène, non? Euh, Est-ce que... mais la droite n'a pas forcément raison de s'engager dans ces batailles-là, parce qu'on avait quand même vu au début de la crise du Covid, elle était extrêmement critique. Finalement, ensuite, elle en a rabattu. Souvenez-vous que Xavier Bertrand critiquait Macron, etc. Puis après, il s'est aperçu que c'est lui qui baissait dans les sondages parce que les Français, évidemment instruits par ce qui se passait ailleurs à l'étranger, avaient un peu révisé leur jugement et se disaient au fond, oui, bah, la France et Macron fait ce qu'il peut. Donc, moi, je trouve que c'est une matière beaucoup trop mouvante pour faire de la politique dessus. Non, mais c'est désespérément l'angle d'attaque politicien habituel. C'est stupide parce qu'on ne voit pas ce que ça apporte au pays. Qu'il y ait un débat, qu'on lance un débat et que les oppositions soient en première ligne sur ce débat de pourquoi nous n'avons pas eu le vaccin avant les autres. Par exemple, pourquoi la recherche française, si retard il y a, est en retard, ainsi de suite. Ça, c'est des problèmes de fond que l'opposition devrait poser, mais de les poser en élevant un petit peu le débat, plutôt que de se lancer dans ces espèces de petites guérillas, où, comme le disait David tout à l'heure, ils disent tout et son contraire à 15 jours d'intervalle. Donc c'est de la petite politique politicienne qui n'a qu'un seul effet, c'est de décourager les gens d'écouter les politiques. La droite, donc, on en parlait, se prépare à désigner donc son candidat. Les adhésions sont terminées. 150 000 personnes voteront le 1er et le 4 décembre. Il est bien difficile de faire un pronostic. C'est un peu comme au tiercé, on ne sait pas quel cheval va gagner. Vous pariez sur lequel? Ouh là là, c'est très compliqué. Moi, je suis prêt à m'exposer et à prendre un risque insensé. Allez-y. Je vais jouer la Allons-y. contre-programmation. Moi, je vote pour... Enfin, je ne voterai pas, puisque étant journaliste et non membre des Républicains et ne votant jamais à quelque primaire que ce soit. Mais en revanche, je pronostique que sortiront du premier tour Éric Ciotti, ça c'est ma contre-programmation, et Valérie Pécresse. Mais non, mais vous n'êtes pas le seul. Ah oui, donc c'est Barnier dont on parle et qui d'ailleurs... parce qu'il y a dans le baromètre Ipsos aujourd'hui, il y a un sondage intéressant. Michel Barnier gagne 17 points, quand même, d'opinion favorable chez les sympathisants LR. Valérie Pécresse, elle, en perd 5. Et Xavier Bertrand en perd 22. Donc là, on est pour le coup dans la contre-programmation, en tout cas pré-élection, pré-résultat. Mais il ne figurait pas. Mais non, enfin, c'est des trucs de là. Après, je vous parle d'Éric Zemmour aussi. Mais voilà, est-ce que, là encore, est-ce que David n'a pas raison? C'est-à-dire qu'il va y avoir... Moi j'ai pris des risques, il faut que tout le monde prenne des risques ici. Prenez votre risque, Carole. Non, mais moi je suis d'accord sur Éric Ciotti. C'est vrai que, alors, d'une certaine façon, c'est plus facile pour lui d'être apparu au fond comme étant le plus clair lors de ces débats, et d'être le plus cohérent, parce qu'effectivement, il est sur une ligne de droite plus que musclé et assumé. C'est un candidat quasi zémourien, et d'ailleurs, oui, puisqu'il a dit qu'il voterait absolument. Bon, donc, il faut manifestement, ça peut plaire à une base qui est quand même assez radicalisée. Donc je suis assez d'accord que Ciotti peut tirer son épingle du jeu de cette primaire. Et qui d'autre? Mais sur Valérie Pécresse, c'est vrai qu'elle a nettement progressé, elle est souvent la plus cohérente, mais je ne sais pas si elle n'est pas encore trop assimilée à un électorat macronien au fond. Et moi, je pense que Barnier, qui avait mal commencé le premier débat, ne s'est pas si mal sorti du second. Jean-Marie, votre risque? Moi, aucun risque. Je ne participe pas à cette Michel si, Rocard avait ça en horreur. Il avait raison, des petites courses de chevaux. Vous êtes rocardien maintenant? Oui, j'ai toujours été. Mais non, simplement sur Éric Ciotti. Le spectacle collectif qui est donné par ces débats, c'est que tout le monde court derrière Éric Ciotti. Pourquoi? Parce que nous avons affaire, faut-il le rappeler, à une minorité. Les gens qui vont voter,
c'est une minorité dans un parti qui était Problème avant, des primaires, qui était avant en un tout cas, ce qui y parti ressemble. nombreux, et là qui est aujourd'hui un parti, Alors, attendez, réduit oui, sur oui, son oui, noyau oui. dur. Donc quand vous réduisez sur votre noyau dur, vous réduisez sur la frange la plus radicale. Donc Éric Ciotti s'est positionné vis-à-vis de la frange la plus radicale. Donc ils courent tous derrière Éric Ciotti, sauf que Éric Ciotti, lui, court derrière Éric Zemmour. J'allais vous le Bon dire. voilà, Mais oui. et il amène vers Éric Zemmour. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est vraiment le contraire de ce que la droite a été, c'est-à-dire qu'il prépare, lui, un gouvernement droite, extrême droite. Très clairement, il l'a carrément énoncé comme cela. Oui. Et donc le jeu des autres est absolument absurde de courir derrière et d'essayer de faire assaut de démagogie pour courir derrière. Alors après, si on regarde les performances des uns et des autres, vous disiez cohérence. Quelle cohérence y avait-il de la part de Xavier Bertrand et de la part de Valérie Pécresse à quitter les Républicains à cause de Wauquiez, parce que c'était une liste trop droitière, et les voilà qu'aujourd'hui, ils surenchérissent sur une ligne qui est à droite de la droite. Donc où est la cohérence qu'ils ont perdue en cours de route? Et je ne dis rien de Michel Barnier. Qu'est allé faire Michel Barnier dans cette galère? Il avait un statut historique. C'est celui qui avait réglé Dans cette galère quoi, de la primaire ou de tous les Européens à la primaire. Il avait l'avantage, aux yeux de tous les Européens, d'avoir celui qui avait réglé l'épineuse question du Brexit. Et il se lance dans une bataille où, manifestement, il passe son temps à dire du bien de Wauquiez, de Laurent Wauquiez. Et il est pour le mur entre la Pologne et la Biélorussie. Oui, mais absolument. Donc il contredit absolument toutes les positions qui étaient les siennes ou toute l'image qu'il pouvait avoir. Pourquoi? Parce que Laurent Wauquiez est celui qui tient le mieux l'appareil et que donc il a besoin pour passer du soutien de Laurent Wauquiez. Où est encore une fois la cohérence? Tout ce spectacle est assez au total affligeant. Et je concède quand même que sur le plan de la performance, quand on regarde les débats, c'est vrai que Valérie Pécresse non seulement a progressé, mais qu'elle s'est affirmée comme celle qui, au fond, maîtrisait le mieux les dossiers. Sur le fond, ça ne justifie pas la dérive qu'elle a opérée elle-même, notamment sous l'influence de son principal directeur de campagne, le préfet Stefanini, qui est un des plus farouches partisans d'une politique d'immigration zéro. Mais voilà. Alors, je vous propose justement d'écouter Philippe Juvin, qui est l'un des candidats donc sur la ligne de départ. Écoutez ce qu'il dit. On nous enferme, dans l'immigration et l'insécurité, non pas que ce soit des sujets qui ne sont pas Peut-être que ça intéresse vos électeurs aussi. Mais je crois que moi aussi ça m'intéresse. Et je pense qu'il y a un sujet majeur d'insécurité, il y a un sujet majeur d'immigration. Mais ce ne sont pas les seuls. Pourquoi on ne parle pas de la santé? Pourquoi on ne parle pas d'éducation? Le réchauffement climatique. La COP26 vient de se terminer, on n'a pas dit un mot du réchauffement climatique. C'est quand même dément. Rien sur la culture, rien sur l'agriculture. Ce que je vous dis, c'est des choses très, très claires. C'est que la droite, elle doit s'intéresser à tous ces sujets. Et nous la miniaturisons en parlant que de l'immigration et de la sécurité. Il faut cesser de courir après Zemmour. C'est exactement ce que vous disiez en parlant d'Éric Ciotti. Il a raison quand il fait ce constat-là. C'est vrai qu'on a eu 2 débats, l'immigration, la sécurité, pendant plus de la moitié de l'émission. Pas de l'hôpital, alors qu'on est en pleine, quand même, encore dans une crise Covid. Il a raison, Juvin. Mais personne ne va l'écouter. Il a raison, mais enfin bon, il y a aussi les médias qui posent des questions sur qui choisissent leur sujet, pardon. C'était ma deuxième question. Bon, mais non, mais parce que c'est peut-être plus, ça fait peut-être plus d'audience, c'est plus vendeur que de parler du réchauffement climatique, en clair. Bon, alors, pas exagérer, ils ont parlé quand même du nucléaire lors du premier débat. L'éolienne, oui. Il y a eu aussi, d'autres thèmes. Maintenant. C'est vrai que l'immigration, il faut quand même considérer que dans les sondages, et ça n'est pas depuis hier matin, et ça n'est pas depuis Éric Zemmour, c'est depuis des années, c'est une préoccupation qui vient en fonction du fait que le chômage est haut ou pas, qui vient quand même dans les 5 premières préoccupations très souvent. Bon, et que vous avez entre 60 et 64% de Français qui disent on n'est pas chez nous, etc. Et ça fait des années que ça dure. Donc, c'est dans ce sens qu'on dit qu'Éric Zemmour, au fond, est un révélateur des angoisses de l'opinion. Donc, c'est difficile de ne pas en parler maintenant, là où Philippe Juvin a parfaitement raison. Et c'est pas moi qui ai écrit un livre sur l'école qui dirait le contraire. Oui, il faut parler d'éducation, évidemment, parce que ça, je pense que c'est un sujet qui intéresse les Français. Le problème, c'est que c'est très difficile d'en parler parce que c'est finalement beaucoup plus technique qu'on ne le croit.
donc c'est pas facile. Mais oui, Il y a bien une sûr, faut parler flemme d'autre de la chose. part des journalistes de vouloir aller au plus facile, de parler de l'immigration, de la sécurité. Juste un mot là-dessus. Parce que, effectivement, si on veut se lancer dans l'éducation, faut bosser les dossiers. Enfin, vous avez bossé le dossier. Mais quand il faut se plonger dans l'éducation, est-ce qu'il n'y a pas aussi... Non, mais il n'a se pas dire- tort, Oui. même sans parler de l'éducation, mais il parle de la santé. Oui, enfin, Oui, on voit bon, bien il que est la médecin, lui, en plus. Il est médecin, donc non, mais c'est d'accord, c'est Oui. normal, mais c'est pas pour autant que ça n'intéresse pas les Français. Bien sûr. La situation dans les hôpitaux, etc. Oui, il Ouais. faudra qu'ils élargissent grandement au troisième débat quand même. David, je voudrais vous soumettre un autre chiffre de cette Ipsos Le Point. À regarder, donc dans l'électorat Les Républicains, Éric Zemmour dégringole de 16 points. Quelle lecture vous en faites? Est-ce que cette lecture pourrait être liée au fait, dans le fond, que comme les Républicains se sont un peu durcis, et on l'a vu lors des 2 débats sur les sujets d'immigration et de sécurité, que dans le fond, l'électorat s'est dit, ah bah finalement, la droite, elle y va franco. Alors, c'est une hypothèse, bien sûr, mais Je sais pas, si l'on revient, et là, je suis tout à fait d'accord à 100% avec tout ce qu'a dit Monsieur Juvin, et si on en revient au débat précédent pour faire le lien, vous Ouais. avez quand même les candidats de la droite qui courent après Le Pen, ça a été dit, Le Pen courant après Ciotti. Donc tout ceci fait une course effrénée à l'échalote qui représente aujourd'hui, si vous additionnez les candidats d'extrême droite et de droite, plus de 50% des intentions de vote. Et donc, évidemment, tout l'espace est saturé par ces questions. Donc, et ça, c'est la première chose. Donc, quand la droite s'en empare, tactiquement, vous pouvez considérer qu'il y a un petit système de vase communicant entre les électorats. Plus basiquement, on peut aussi considérer qu'Éric Zemmour, il a eu le champ totalement libre pendant 1 mois et demi. Enfin, il arrive fin août, il a déroulé sa vraie campagne, enfin sa vraie fausse campagne plutôt, qui est une campagne de candidat non déclaré, mais qui est une campagne sous couvert de promotion de son livre, et il a eu le champ quasiment Ah oui, totalement alors libre. justement, À ouais. une exception près, c'était la primaire des écolos qui faisait un petit peu de... Et bon, et encore, qui faisait un peu de volume, si j'ose dire, mais assez peu. Donc là, effectivement, le fait que la droite réexiste, la droite réorganise des débats, fait mécaniquement un petit peu chuter les intentions de vote. Je rappelle que... Pardon, là vous citez la popularité, mais dans 2 ou 3 sondages Là, récents, c'est pas Marine Le intention Pen de vient... vente. C'est pas, ouais, C'est là, pas on des est pas dans intentions les- de vote, mais ouais, Marine ouais. Le Pen vient de repasser devant Zemmour à quelques points devant Ouais, Zemmour, ce c'est qui ça. n'était pas le cas depuis des semaines. Et autre question, Jean-Marie, que j'aimerais comprendre. Est-ce que vous pensez, ou Carole, enfin qui veut répondre, que en fait, il est en train de lasser Éric Zemmour pour 2 raisons. La première, c'est quand même qu'il accumule quand même les bourdes, notamment sur le Bataclan, quand il vient dire que c'est... Vous baillez, vous êtes, Pardon, vous ennuyez? Vous êtes fatigué. Ça, on fait du live ici. que Pardonne pas. Hein. non, mais j'ai entrevu un petit bâillement. Je sais juste, peut-être que je sois. Bon, bref. Est-ce que Zemmour, oui, est en train de lasser d'abord par ces bourdes-là, notamment en allant au Bataclan et dire que c'était de la faute de François Hollande. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'est toujours pas déclaré candidat et que ça énerve un peu les gens en disant t'as envie d'y aller ou t'as pas envie d'y aller et en fait, comme si il avait sorti des tas de choses les plus grosses les unes que les autres avant d'être candidat, où il sait qu'il pourra, en tant que candidat, il pourra peut-être, il sera obligé En de... tout cas, personne ne non doute qu'il soit candidat. Il est candidat, je veux dire, il fait une campagne en bonne et due forme sous le prétexte de la vente de son livre. Non, l'espoir que l'on peut avoir après avoir constaté, hélas, que ces propos, dont certains sont monstrueux, ne suscitent aucune indignation, sauf peut-être la mise en route de la justice. L'espoir qu'on peut avoir, c'est que c'est quelqu'un qui provoque la polémique et qui va au-delà même des clivages, puisque c'est un discours au-delà de la division, c'est un discours de haine et de confrontation violente des Français les uns contre les autres. On peut avoir l'espoir que ce ne soit pas ce que souhaitent les Français pour une présidentielle ou pour un futur président de la République. On ne veut pas élire quelqu'un qui soit justement celui qui va nous diviser encore davantage et qui va aller au-devant des polémiques. Alors les polémiques, c'est bien pour se lancer, pour avoir la presse avec soi, pour avoir les chaînes d'infos avec soi, ainsi de suite, parce que ça fait de l'audience, ça fait etc. Mais une fois qu'on est en effet dans une bataille présidentielle, est-ce que les Français vont vraiment aller vers celui qui nous divise le plus?
C'est ça Ouais, la question. oui, Alors c'est on ça. peut avoir l'espoir que de ce constat-là naisse au fond le repli de la part qu'il a jusqu'à présent agrégée de l'électorat de la droite revienne vers la droite, qui est sa famille naturelle, une fois que celle-ci Ouais, aura c'est un ça. ou une candidate. David. Oui, c'est juste. Après, je pense qu'une fois que, même s'il est candidat, ça a été dit, sans l'être officiellement, une fois qu'il a vraiment sauté le pas, c'est plus le même jeu. Je pense qu'effectivement, chacune de ces outrances, chacune de ces sorties, effectivement, dont Était certaines faite sont monstrueuses, qui étaient faites pour nourrir la bulle hein, Exactement. et faire Exactement. grimper Et une fois qu'il sera l'entreprise candidat- politique Éric Zemmour dans les sondages, une fois qu'il est candidat, c'est plus du tout le même film. Alors après, c'est vrai qu'il a déroulé ses arguments, dont certains sont épouvantables, dans une forme de, je dirais pas d'indifférence, mais comment dire, d'absence de réaction. De lassitude. Non, d'indulgence Même généralisée. d'indulgence, tout le monde nous dit mais c'est un intellectuel, Mais oui, il parle de la d'indulgence. France, etc. Mais de quelle Donc, France parle-t-il? Effectivement, une fois qu'il est dans l'arène, et voilà, je pense que l'indulgence ne sera plus de mise et qu'on va. Pardon, en plus, il dit un certain nombre de choses qui sont factuellement, historiquement, économiquement totalement fausses. Et on va peut-être, pour une fois, enfin lui mettre le nez dans ses contradictions et dans ses erreurs et dans les ses fake journalistes news. ont du disons. mal. Hein. La seule qui C'est a à vrai. peu près réussi à un moment, c'est Rotel Krief, Rotel Krief, notre confesseur. Mais franchement, on a du mal à le contrer. Rappelez-vous, à un moment, Marine Le Pen, sur l'économie, on n'arrivait pas à la contrer parce que finalement, elle se perdait tellement dans les détails que nous aussi, nous étions perdus. Et il y a un peu le même phénomène avec Zemmour. Vous n'avez pas ce sentiment-là? Oui, parce On que n'arrive pas à le saisir parce que... ça fait quand même déjà maintenant un moment que sa campagne de promotion a commencé. Hein, donc c'est vrai qu'on connaît un peu on a l'impression de connaître un peu son discours par cœur. Donc il peut y avoir une forme de lassitude, ça oui. Mais pas seulement, parce que la lassitude, c'est pas la même chose que le fait de susciter l'indignation ou de choquer. Et là, ce qu'il a fait devant le Bataclan n'était tout simplement pas du niveau de quelqu'un qui prétend briguer la magistrature suprême. Donc, Et puis attaquer un ancien président de la République, certes pas très populaire, non, mais sur voilà. un sujet qui a rassemblé quand même En plus, tous les Français. son langage était quand même, son expression était quand même très particulière. Il a préféré que des Français meurent, Hollande a préféré que des Français meurent. Il aurait pu dire, on était au courant qu'il y avait et il a pris un risque, par exemple. Non. Donc tout était quand même... Les Français sont quand même, je veux pas faire de la langue de bois politique, mais les Français ne sont pas jamais dupes de ce type d'opération de récupération. Il y a le représentant d'une association de victimes qui a expliqué que c'était une profanation de sépulture. Je crois que le terme est assez bien choisi. Effectivement, quand on veut être candidat, quand on veut accéder au deuxième tour, voire à l'Élysée, à la fonction suprême, on ne se prête pas à ce type de récupération. C'est comme quand on s'est exprimé sur les victimes de Mera, absolument, sur les enfants victimes de Mera, qu'il déniait d'être des bons Français, selon son vocabulaire, parce qu'ils étaient enterrés en Israël. Je veux dire, c'est... oui, mais à ce moment-là, ça n'a pas empêché ça n'a pas Zemmour empêché, de parce qu'il y a monter des dans gens les qui sont sondages, sans parce doute que c'est vieux, satisfaits de pouvoir Ah oui. exprimer leur racisme, leur xénophobie, etc. Il y a une part des Français qui est certainement de ce côté-là et satisfait de cela. Mais en même temps, si vous voulez, ce qui continue à me sidérer, c'est que quand on est à droite et qu'on a été le parti de Jacques Chirac, du discours du Veldiv, que les seuls propos d'Éric Zemmour sur Pétain n'aient pas provoqué un mouvement immédiat de rejet et de recul, notamment de la part de Christian Jacob, le patron des Républicains, qui refuse de le classer à l'extrême droite. On se pince, on se dit, mais où ces gens ont-ils dessous de mémoire, où à ce moment-là, plus rien n'a d'importance. C'est ça qui est en question aujourd'hui dans la vie publique française. C'est ça. Donc après, vous avez en effet la prime à Éric Ciotti qui court derrière Éric Zemmour. Sans les outrances de Zemmour. Je ne pense pas que la droite s'en sortira comme cela. On va dire un mot justement de ce mur tout à l'heure, j'en parlais, entre la Biélorussie et la Pologne. Et on a entendu d'ailleurs Michel Barnier et Xavier Bertrand dire qu'ils étaient d'accord pour la construction de ce mur. Qui aurait imaginé un jour qu'un parti de droite parle un jour, alors que le mur de Trump avait choqué tout le monde, qu'un jour en Europe on construirait un mur. En tout cas, je vous propose d'écouter la réaction de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, et Clément Beaune, donc lui, ministre des Affaires européennes. Écoutez leurs deux réactions.
C'est effectivement d'accompagner la construction d'un mur, de murs qui protègent, parce que ce que subit la Pologne s'appelle aujourd'hui une invasion. Quand vous avez des migrants qui arrivent dans une attitude agressive, hein, moi j'ai vu des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, qui sont reliées par vos confrères, où on a des migrants qui tiennent des tenailles, des armes blanches à la main, qui crient Allah Akbar en s'en prenant à la frontière. On est dans une démarche C'est qui des vise migrants, ce sont des à prendre- terroristes pour qui- vous. Ah ben moi j'ai entendu l'alerte des services de renseignement lituaniens Il y a qui eu ont 8 morts alerté les Polonais sur l'arrivée depuis l'été par ces filières migratoires d'individus au profil terroriste. Je suis pour une Europe qui tient ses frontières. Moi, je ne suis pas pour une Europe qui se hérisse de barbelés ou se couvre de murs. Et donc, nous avons ce débat entre Européens. Il faut être honnête. Il y a plus de 10 pays européens aujourd'hui qui disent qu'il faut que l'Europe nous aide à financer des murs. Voilà, c'est ça aussi, c'est qu'il y a en France, bien sûr, les choses sont divisées, mais il y a aussi l'Europe qui n'est pas d'accord. Et jusqu'à son sommet, Carole, vous avez Charles Michel et le président de la Commission et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui ne sont pas d'accord. Du tout. Non, le président du Conseil européen a clairement dit, la semaine dernière déjà, je crois, qu'il fallait aider les Polonais à construire ce mur, que l'Europe avait même les moyens, pouvait aider financièrement, qu'elle avait les moyens de le faire, etc. Et que quelques jours auparavant, Ursula von der Leyen avait dit il n'en est pas question, etc. Donc, alors, les Européens, enfin les dirigeants européens ne sont pas d'accord entre eux. Les responsables politiques, chefs d'État ou gouvernement ne sont pas d'accord entre eux. En France, la gauche est à peu près unanime pour dire qu'il ne faut pas le faire et que c'est un scandale, etc. À droite, elle est plutôt unanime pour dire oui, il faut le faire. À part Valérie Pécresse, qui n'est pas très claire là-dessus. Parce qu'en gros, elle dit oui, il faut tenir nos frontières extérieures, mais en même temps, le mur, ça me plaît pas trop. Bah non, là, malheureusement, c'est en ça que ce débat est probablement assez intéressant parce qu'on est sur un cas très concret, parce que la Pologne va édifier ce mur, et même si il faut bien dire que l'édification d'un mur entre deux pays, c'est toujours un aveu d'échec, évidemment, mais là, on voit bien que ça divise profondément à peu près tout le monde, et même au sein du gouvernement, parce que là, vous avez passé Clément Beaune, mais Gabriel Attal, lui, porte-parole du gouvernement, a dit quelque chose d'assez différent. Il a dit on ne peut pas se permettre de juger, la Pologne est quand même dans une situation difficile, donc il faut comprendre, etc. Donc même au sein du gouvernement, c'est pas clair. Et dernier point, pardon, et je m'arrête, vous remarquerez que Emmanuel Macron lui-même est assez prudent sur le sujet. Et pourquoi il est prudent ? C'est parce que les juristes comment dire, ne sont pas d'accord entre eux, enfin, ou plus exactement, si, il n'est pas du tout évident que le droit européen prime le droit des traités, le droit des traités. Prime sur le droit national. Sur le droit constitutionnel, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'identité constitutionnelle de la France, enfin, pour ce qui nous concerne, et c'est un peu la même chose en Allemagne. Voilà. Donc, c'est un vrai débat très lourd. Quelle conclusion il faut tirer de ces dissonances ? Qu'est-ce que ça raconte en vérité de l'évolution de la réflexion politique et de la réflexion tout court de nos dirigeants ? Déjà sur l'Europe, il y a peu de sujets sur lesquels les membres de l'Union européenne sont d'accord. Et je pense que le pire de tous, c'est l'immigration. J'ai assisté quasiment à tous les sommets européens du précédent quinquennat. Ils se sont disputés sur absolument tout, de la PAC au Grexit, en passant par les budgets. Mais le pire des conseils européens a été celui de 2015. Pendant la vague des migrants, il y a eu un climat absolument épouvantable. Et c'est là qu'on a vu que la somme des égoïsmes nationaux ressortait avec le plus de virulence. Donc ça, c'est la première chose, c'est au niveau européen. Et je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, dans moins de 2 mois, sera président de l'Union européenne, si j'ose dire, puisque c'est la présidence française, la présidence tournante pour 6 mois de l'Union européenne. Donc bon courage. En même temps, ça va être une belle exposition et une belle manière de souligner son action. Mais attention, parce que c'est quand même un sacré casse-tête. Et puis, en France, tout le débat que nous venons d'avoir illustre finalement qu'il faut rappeler que
c'est pas une invasion de migrants, comme nous l'explique Jordan Bardella. C'est quelques milliers de migrants du Proche-Orient qui sont envoyés contre la frontière polonaise, venus par charter de Syrie et d'Irak et envoyés par le président biélorusse Loukachenko. Ça n'a rien à voir une immigration orchestrée et organisée. C'est plus. Non, mais c'est une guerre hybride. On a entendu ce terme, c'est de la diplomatie, mais c'est certainement pas une invasion migratoire. Le problème, c'est que dans le contexte qu'on évoquait pendant 50 minutes, c'est un terreau absolument explosif. Jean-Marie, je vais vous faire écouter Yannick Jadot, qui était notre invité avec Frédéric Rivière dans l'émission de Mardi Politique, et on en reparle. Et voilà. Aujourd'hui, vous avez des responsables politiques, y compris qui ne sont pas d'extrême droite, qui veulent organiser l'Europe avec des murs, des barbelés, des miradors. Quand vous avez des femmes et des hommes qui survivent, qui sont menacés de mort, qui sont en danger de mort et qui meurent, c'est de les accueillir pour les soigner. Mais comment on est... Jean-Marie, quand il dit qu'il faut accueillir les migrants, certes, il y a l'aspect humain qui est détestable et qui est épouvantable, et il y a le sujet politique. Et le sujet politique, c'est est-ce que, en accueillant ces migrants, alors qu'il faut s'en occuper, et ça c'est le HCR qui s'en occupe, est-ce qu'on ne tombe pas dans le piège? Est-ce que l'Europe ne tomberait pas dans le piège tendu par Poutine et Loukachenko? En tout cas, piège il y a, c'est sûr. C'est un sujet cornélien et difficile. C'est un sujet très complexe, mais d'abord, le pays, la gloire des démocraties libérales, c'est d'avoir fait tomber le mur entre les deux Allemagnes. Donc si l'Europe, son destin, c'est de construire d'autres murs, c'est un non-sens historique. Bon, il y a déjà eu des murs. Il y a eu les barbelés de M. Orban à la frontière entre la Serbie et la Hongrie. Bon, ça a duré combien de temps? C'est sur un périmètre limité. Et ça, voilà, so what? C'est des opérations de politique intérieure. Il y aura quelques kilomètres de murs peut-être entre la Pologne et la Biélorussie. Et après, c'est pas ça qui va régler le problème. Ce qui va régler le problème, c'est que l'offensive biélorusse cesse. Et de ce point de vue-là, la position des gouvernements est difficile, notamment du gouvernement français. C'est pour ça qu'on a ce type de ce qui peut paraître comme des hésitations, parce que il faut soutenir la Pologne, point. Il faut soutenir la Pologne, point. Ça ne veut pas dire l'aider à construire un mur, mais il faut la soutenir parce qu'elle est l'objet au nom de l'Union européenne d'une offensive en règle. Donc il faut que l'Europe se mobilise. C'est ce qu'elle fait, c'est ce que fait Emmanuel Macron, c'est ce que fait Angela Merkel vis-à-vis de qui? Du donneur d'ordre, in fine, qui est Vladimir Poutine. Oui, mais bon, voilà, qui est Vladimir Poutine. La Pologne ne s'est pas laissée aider, Jean-Marie. Non, mais la Pologne, de toute façon, elle a besoin. Oui, mais les ONG. Certes, mais elle a besoin de l'aide et de la France et de l'Allemagne, etc., pour faire reculer ce qui est pour elle un danger plus grave que les immigrants en question. Elle ne veut pas avoir de migrants, la Pologne, on est d'accord. Non, qui est un sujet plus grave, qui est qu'elle craint une offensive en règle, parce qu'il faut rappeler que Vladimir Poutine cherche à rassembler tout ce qui comporte des communautés russophones. Et donc, un certain nombre de pays limitrophes sont, de ce point de vue-là, en danger. Donc, c'est ça le grand problème européen. Après, pour ce qui est des quelques milliers de personnes qui sont rassemblées là, c'est pas au HCR de s'en occuper. C'est le devoir de tout État, de tout Européen, d'accueillir ces 4000 personnes et de les traiter normalement. Et d'ailleurs, vous avez une kyrielle d'associations humanitaires polonaises, de citoyens polonais qui mettent des petites lumières vertes pour signaler aux migrants en question qu'ils peuvent être aidés là. Et il ne faut pas les considérer en effet comme des migrants. C'est de la chair à canon qui a été transportée là pour voilà. Donc et ceux qui nous disent, ceux qui veulent nous faire croire que c'est une crise migratoire, non, c'est pas vrai. Ça n'a rien à voir. Donc c'est tout ça qui est mêlé et qui fait qu'en plus on a un gouvernement et des hommes politiques ici aujourd'hui qui n'ont qu'une peur, c'est que des images de télévision nous montrent des migrants entre guillemets accueillis. Vous vous rendez compte quel scandale, accueillis et traités humainement. Donc quand le gouvernement dit « moi, humanité, fermeté », il y a zéro humanité et il y a beaucoup de fermeté. Merci beaucoup Jean-Marie, merci Carole, merci David. Et un grand merci aussi à Flore Simon pour avoir préparé cette émission et bien sûr à toute l'équipe technique. À très vite.